Bonjour à toutes et à tous, et merci d'être si nombreux aujourd'hui avec nous pour cette rencontre avec Daniel Casanave, dessinateur notamment de l'adaptation en bande dessinée de Sapiens de Yuval Noah Harari, publié chez Albin Michel Bande Dessinée, et réalisé en collaboration avec votre complice de toujours, David Van der Meulen. Bonjour David. David, ça commence bien. Daniel. Et Étienne Klein, physicien, philosophe des sciences, auteur, qu'on peut également entendre à la radio sur France Culture et qui a participé à l'ouvrage collectif Proust et le temps, un dictionnaire sous la direction d'Isabelle Sersa, publié aux éditions Le Pommier. Bonjour Étienne. Bonjour, bonjour. Étienne Klein, ce n'est pas votre première rencontre publique avec un dessinateur de bande dessinée. Je me souviens notamment d'une rencontre avec Francis Mas dans le cadre du festival Formula Bula à Paris. Vous avez notamment échangé avec Enki Bilal aussi. Qu'est-ce qui vous intéresse, vous le physicien, dans la bande dessinée ? Alors, je ne suis pas un très grand lecteur de bande dessinée, je dois le dire, mais il y a quelque chose de fascinant dans la BD, c'est qu'elle aborde une difficulté que je rencontre, mais elle l'aborde au carré. C'est-à-dire que mon travail de vulgarisateur, c'est de trouver le moyen de dire avec des mots ce qu'on apprend autrement qu'avec des mots. La physique, c'est des formalismes, c'est des équations, c'est un langage qui est mathématique et qui n'est pas vraiment commensurable avec le langage ordinaire. Autrement dit, nos façons de parler ne disent pas déjà la science. Donc si on veut dire la science dans le langage, il faut changer de langage, il faut le travailler, il faut même creuser ce que Deleuze appelait une langue étrangère dans la langue pour laisser une place, ou créer même une place dans laquelle on peut dire la nouveauté qui vient de la physique. Et la bande dessinée, c'est pire. C'est pire parce que c'est évidemment une démarche discrète au sens de non continu, c'est des images, des dessins successifs, donc il y a beaucoup moins de matériaux au départ pour dire beaucoup de choses. Et donc la BD, elle s'appuie sur la transition entre les images. Il n'y a pas que les images, il y a aussi ce qu'on met entre. Exactement, parce que vous travaillez beaucoup sur le temps, cette question du temps en bande dessinée. Cette difficulté m'était jamais apparue depuis qu'on m'a embarqué dans le projet d'écrire une bande dessinée. Et je fais ça avec un auteur spécialiste de ça, et en fait, c'est l'enfer. Enfin, c'est l'enfer pour moi, parce que moi, je dis plein de choses, et lui, il doit réduire ça à quelques bulles, et ça crée pour moi une grande frustration, parce qu'il y a moins de choses qui restent à la fin que ce que j'ai voulu dire. Et lui me dit, mais ce que tu as voulu dire n'apparaît pas dans la BD, donc le lecteur ne voit pas que ça manque. Donc sois cool. Daniel, vous avez travaillé notamment avec l'astrophysicien Hubert Reeves au départ pour la collection La BD-Tech des Savoirs, très belle collection au Lombard, avec une bande dessinée sur l'univers, puis dans le cadre d'une collection pour les plus jeunes qui s'appelait Hubert Reeves raconte la biodiversité, explique. Vous êtes sûr ? On ira vérifier. La biodiversité, les océans, la forêt. Qu'est-ce qui vous plaît dans ces projets ? Est-ce que c'est l'idée, Étienne a employé ce mot de vulgarisateur, est-ce que c'est cette idée de rendre accessible tout ce savoir, puisque une image est directement évocatrice. On va en parler dans la suite de la rencontre, mais ça pose aussi des questions, parce qu'il y a des choses qu'on peut ne pas dire avec les mots et passer sous silence sciemment, mais qu'on est obligé à un moment de montrer dans une image. Ne me parlez pas de chorizo, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vous plaît dans... C'est ça, c'est l'idée de rendre accessible à tous ces savoirs-là ? Oui, depuis... Enfin, ce qui était important, c'est que c'était toujours mon camarade David qui m'a emmené dans toutes ces aventures éditoriales. Et là, c'était la rencontre d'Hubert, c'était important. Et Hubert avait envie, alors qu'il n'avait jamais lu de bande dessinée, un peu comme vous, il me semble... Il avait envie de transmettre son savoir aussi vers un nouveau public, et là, des jeunes, des enfants, etc. Et il pensait, il avait raison, qu'il pourrait toucher enfin un public différent. Ça a marché, il était heureux comme tout, c'est pour ça qu'il nous a demandé qu'on refasse une autre... On lui a créé une collection rien que pour lui, et il était ravi, quoi. Et ça nous a fait un immense plaisir avec David, Et alors, pour revenir, oui, pourquoi je fais ça ? Mais parce que, en fait, moi, je fais ça à cause de mon camarade Van der Meulen, qui m'emmène toujours depuis presque maintenant, bientôt 20 ans, dans toutes ces petites péripéties éditoriales, quoi. Et comment est-ce
est-ce qu'il y a justement, j'imagine parfois, et peut-être on va parler également dans la datation de Sapiens, mais des difficultés précisément à mettre en image certains termes. Alors bien évidemment il y a le travail de David qui travaille à partir de la matière de ce que fournit Hubert, mais encore une fois, dans l'image, on ne peut pas. Il y a des choses qu'à la fois on ne peut pas passer sous silence. C'est-à-dire que quand on représente une chose, il faut la représenter dans son entièreté. Et en même temps, j'imagine qu'il y a des concepts où forcément on est obligé d'être dans une simplification, parce qu'on a le trait, la couleur, et forcément on est dans une simplification, mais qui ne dénature pas finalement le propos. Est-ce qu'il y a des choses parfois qui sont compliquées dans cette idée de représenter notamment les sciences ? Oui, mais moi je trouve que c'est pas facile. Hein. Mais, enfin, ce qui est pas facile. Le bouquin qu'on avait fait avec Hubert là sur l'univers, là, moi c'est vraiment, c'est pas je comprends rien. Là. Et je dois faire un bouquin qui justement explique et transmette, passe le savoir. Donc, alors j'avais trouvé tout un tas de petits systèmes plutôt poétiques pour pouvoir. Alors je jouais beaucoup sur toujours un peu mes mêmes trucs, quoi. Aller rechercher des tableaux et reprendre des images iconiques de tout un tas de peintres que j'aime. Jouer aussi sur le rapport à la musique. Alors la musique en dessin, c'est toujours très compliqué. Et on avait trouvé comme ça avec Hubert plein de petits systèmes qui, je pense que le lecteur ne le sait pas, ne s'en rend pas compte, qui nous permettaient de glisser et d'avoir plutôt une sorte de promenade plutôt métaphysique, mais comme une longue promenade. C'est un truc qu'on fait tout le temps. Ça, tu sais, il y a deux personnages qui se promènent, et puis ils rencontrent, et puis ils passent une porte, et ils vont dans un autre univers, et patati patata. Et ça, c'est un système narratif qui fonctionne plutôt très bien, il me semble. Ben voilà, on a plein de petits trucs, mais je ne vais pas vous les dire. Hein. Il y a peut-être des dessinateurs, et ils vont prendre mes machins. Étienne, sur cette question de la vulgarisation, de l'importance aussi de la vulgarisation. Je le disais, vous êtes physicien. Dans une discussion qu'on avait hier avec Alexis Génie, dans ce salon du livre, il regrettait quelque part que la science soit moins présente en tant que culture aujourd'hui, en disant qu'on a tendance parfois à opposer la littérature et la science. Et il pointait du doigt l'importance d'avoir une culture scientifique. Alors c'est ce que vous faites à travers vos ouvrages et à la radio. En quoi est-ce que pour vous c'est essentiel justement de transmettre tous ces savoirs à nous toutes et tous ? Alors avant de répondre à la question, je voudrais rendre hommage à Hubert Reeves, puisque c'est une connaissance commune. Quand j'étais en terminale, en 1976, est sorti le premier livre de vulgarisation de l'après-guerre qui a eu du succès, celui d'Hubert Reeves, qui s'appelait « Patience dans l'azur ». Un livre dont les anciens se souviennent parce qu'il a vraiment coupé l'histoire en deux. Il a montré aux éditeurs qu'on pouvait vendre un livre qui parle de science. Chose qui était très fréquente entre les deux guerres, mais qui avait un peu disparu après la Deuxième Guerre mondiale. Et dans ce livre, Hubert Reeves écrivait plutôt le contraire de ce que disait mon prof de physique. Et ça m'avait marqué, puisque notre prof de physique, ou de philosophie d'ailleurs, il disait la même chose, les atomes sont éternels, etc. Et Hubert Reeves dit non, les atomes ont été créés lors de la nucléosynthèse dans l'histoire de l'univers, donc ils n'ont pas toujours été là. Et en plus, certains sont radioactifs, ce qui veut dire qu'ils sont mortels. Et donc le fait que mon cours de physique ou de philosophie me faisait apprendre des choses qui étaient contradictoires avec la recherche du moment, ça a été évidemment l'ouverture d'une porte. Maintenant, sur la culture scientifique, je sais que c'est un grand débat, l'opposition des deux cultures, etc. On peut se vanter d'être nul en sciences, alors qu'on ne se vante jamais de ne pas connaître Molière. C'est évidemment un problème. Mais je pense que le slogan qu'on répète depuis des années, qui est « il faut mettre la science en culture », c'est un slogan qui ne fonctionne pas. On peut être un très bon citoyen en ignorant les sciences. On ne peut pas défendre une conception scolaire de la démocratie. Quelqu'un qui ne connaît pas les sciences ou les méprise, ou se vante même de ne pas les connaître, n'est pas un moins bon citoyen que quelqu'un qui les connaît. Parce que de là à se vanter, il y a quand même un pas qu'on n'est pas obligé de franchir. Je crois qu'il n'y a qu'en France qu'on se vante d'être nul en sciences. C'est comme si... Non mais, il y a des philosophes qui se vantent, plus ils sont nuls en sciences, plus ça veut dire qu'ils sont intellectuels. Donc
Ça, c'est quand même quelque chose qui peut être embêtant. Non, moi, la piste que je suis, c'est une piste un peu inverse. C'est de mettre de la culture dans la science. Et si on met de la culture dans la science, alors la science serait un objet de culture comme un autre, si vous voulez. Plutôt que de dire aux gens, vous devez apprendre l'équation de Schrödinger, sans quoi... Bon, cela dit, le Covid et la façon dont on a mis en scène la science et la recherche pendant le Covid, pour un vulgarisateur comme moi, ça a été un traumatisme, puisque ça a montré que la vulgarisation scientifique, dont je pensais qu'elle était un succès, parce que les livres de science se vendent, il y a un public qui vient en conférence, et donc on a l'impression que ça marche. Mais en fait, on est victime d'un biais colossal qui vient du fait que ça ne marche qu'auprès de ceux auprès de qui ça marche. Et qu'il y a une grande part du public, on l'a vu pendant le Covid, qui s'abreuve à d'autres sources et qui n'a jamais été vraiment mise en face d'un raisonnement de type scientifique. Et ça manque. Et donc toute la question aujourd'hui, c'est, compte tenu de ce qu'on a appris grâce, entre guillemets, au Covid, comment est-ce qu'on doit aujourd'hui faire de la vulgarisation en tenant compte des leçons que nous venons de prendre pendant ces 2 mois de pandémie. Et la question de l'image se pose. Puisque l'image, elle a toujours été suspecte en science. Les physiciens manipulent des concepts qu'on ne voit pas. Et l'image, par définition, elle montre des choses qu'on observe. Et donc, il y a une sorte de réduction de l'image qui vient rétrécir le sens des concepts et qui empêche qu'on voit les concepts qui ne sont pas imageables. Mais il y a peut-être un ressort que vous utilisez d'ailleurs et que d'autres utilisent, c'est le fait que l'image ne se réduit jamais à elle-même. Elle peut aussi provoquer l'imagination, et même l'imaginaire. Et donc elle peut être transcendée par le fait qu'on va y voir autre chose que ce qu'elle montre. Ce qui peut être piégeux, puisqu'il y a une sorte d'éloquence spontanée des images, dont parlait Barthes. Une image de science, elle impose immédiatement une signification. Et parfois, et même souvent, l'image, en réalité, démontre le contraire de ce qu'elle montre. C'est pour ça que je me suis permis une petite blague sur le chorizo, puisqu'on peut faire croire n'importe quoi à partir d'une image, si l'image n'est pas explicitée ni contextualisée. Il y a un autre exemple qui est assez célèbre. Vous avez tous vu, j'imagine, ce qu'on appelle des clichés de chambre à bulles. C'était des détecteurs de particules qui ont été utilisés par les physiciens pendant une vingtaine d'années à partir de 1955, qui ont été inventés par un physicien américain qui s'appelait Donald Glaser, qui fréquentait beaucoup un bar à Ann Arbor aux États-Unis. Le bar s'appelait The Brown Jug, c'est-à-dire la cruche brune. Les mauvais esprits disent que c'est une revanche pour les blondes, mais ils buvaient. On a dit qu'on rigolait. Hein. On l'a dit avant, hein, on rigole. Bon, il buvait des bières à longueur de journée et il voyait des bulles monter dans la bière et ça lui a donné l'idée d'inventer un détecteur qui s'inspire de la cocotte minute. Donc vous mettez un liquide sous pression, vous relâchez la pression et avant de bouillir, le liquide va être dans un état métastable et la moindre perturbation va déclencher l'ébullition. Et une particule qui rentre dans ce milieu, c'est une perturbation qui va engendrer sur sa trajectoire la formation de petites bulles qui vont faire voir la trajectoire que la particule a dans le détecteur. Vous avez vu ça, c'est toujours des courbes qui ne sont donc pas des droites, qui sont incurvées par le champ magnétique. Et donc vous voyez la danse microscopique des particules chargées électriquement dans un champ magnétique. Et ça a été le seul instrument permettant pendant des années de voir les particules élémentaires et leurs interactions. Et quand vous voyez ça, vous dites, c'est simple, les particules sont des corpuscules. C'est un peu comme les avions qu'on voit dans le ciel, qui laissent une traînée. Cette traînée manifeste leur trajectoire. Et donc quand vous voyez ce cliché de chambre à bulles, vous dites, les particules quantiques sont des corpuscules, c'est-à-dire des petits grains de matière ponctuels qui ont une trajectoire bien définie dans l'espace, que nous pouvons observer grâce aux chambres à bulles. Et en fait, la mécanique quantique vous dit que pour comprendre d'où vient que les particules quantiques laissent une trace qui semble être la trajectoire d'un corpuscule, il faut les décrire par des ondes, c'est-à-dire par des entités physiques qui n'ont pas de localisation précise.
Et d'ailleurs, le fait de voir des corpuscules se manifester dans la chambre n'est pas la preuve qu'avant d'entrer dans la chambre, elles étaient des corpuscules. C'est un physicien qui s'appelait Werner Heisenberg qui a démontré ça en 1927 avec son fameux principe d'indétermination de Heisenberg. Et donc l'image montre le contraire de ce qu'elle démontre. Et donc la BD, pour revenir à elle, c'est peut-être... Vous pouvez revenir, Daniel. On m'avait un peu perdu. Mais mais dans la BD, il y a aussi des bulles. Il y a des bulles. Donc on pourrait dire que la BD, c'est une chambre à bulles, non? Si vous voulez. Et donc l'image, si vous voulez, peut être iconoclaste. C'est-à-dire que l'image peut servir à montrer ce que les choses ne sont pas. Si vous prenez, par exemple, l'atome, dessiner un atome d'hydrogène, un noyau, un électron, il y a le schéma de Rutherford, puis il y a celui de Bohr, etc. Et puis la mécanique quantique vous dit toutes ces images sont fausses. Et donc l'image peut servir à démontrer la fausseté de l'image. Daniel, une réaction? Très bien, très bien. Mais quand je vous écoute à la radio, chaque fois, je suis toujours perdu. Mais j'adore vous écouter. Ouais. Mais moi, je ne me comprends pas toujours. Hein. Ça me rassure. Il y a un physicien quantique Niels Bohr qui disait à ses étudiants si vous ne m'avez pas compris, c'est que j'ai été clair. Si vous m'avez compris, c'est que je n'ai pas été clair. Daniel, je le disais au tout début de cette rencontre, vous adaptez aujourd'hui Yuval Noah Harari, toujours avec David van der Meulen. Je parlais tout à l'heure de ce que l'image a à montrer, que le texte n'est pas obligé d'expliciter. C'est-à-dire que forcément, quand Yuval Noah Harari revient sur la naissance de l'humanité, il décrit des choses, mais forcément, il ne décrit pas absolument tout, et des choses que vous avez à représenter en dessin. Est-ce que les difficultés, s'il y en a eu, peut-être qu'il n'y en a pas eu du tout, dans l'adaptation de cette œuvre, tiennent de cela ou d'autres choses, puisque vous avez fait le choix, comme avec Hubert Reeves, de dessiner Yuval Noah Harari pour qu'il prenne la main des lectrices et des lecteurs et raconte toute son histoire, toute l'histoire de Sapiens. Où se nicher la difficulté dans la représentation? J'ai l'impression que ça peut être ça aussi, la difficulté, c'est-à-dire d'avoir à tout représenter. C'est-à-dire que quand il parle d'un homme, de tout ce qu'on veut, vous êtes obligé, vous, de le dessiner dans son intégralité. Oui, ça a été assez complexe, mais là encore, je vais encore me répéter, mais c'est encore la partie d'adaptation, c'est surtout David avec Yuval qui ont bossé tous les deux ensemble. Et évidemment, on ne peut pas tout représenter, puis il ne faut pas tout représenter, ça ne sert à rien. Et le parti pris, c'était le parti pris de David pour adapter l'essai de Yuval, c'était plutôt de faire un pas de côté et d'inventer d'autres personnages qui ne sont pas du tout dans le bouquin pour pouvoir plus facilement et se promener encore, on se promène beaucoup. Et donc voilà, en réinventant des personnages, en rajoutant de la bande dessinée dans ce texte qui n'a rien à voir avec une bande dessinée, on en a fait une bande dessinée. Mais avec un garçon qui n'en avait jamais lu, Yuval, puis il n'y en a pas beaucoup en Israël, c'est pas un grand pays de bande dessinée, comme souvent le monde anglo-saxon, enfin, en Europe en tout cas, comme les Anglais. Et ça a été difficile, mais ce garçon apprend très vite. Et très vite, ils se sont mis à bosser vraiment très bien tous les deux, David et lui. Et puis, après, maintenant, il écrit même des gags. C'est une catastrophe. Et voilà, il s'y est pris au jeu et on essaie. Alors, sur la représentation, sur le moment, oui, par exemple, dans le bouquin, il y a il a toute une théorie sur la fiction. Donc et là, c'est lui qui est arrivé avec une idée de je vais inventer un personnage, une sorte de super-héros qui représentera le moment cognitif de la fiction pour que les sapiens puissent communiquer tous ensemble. Et c'est une invention de Yuval, mais qui n'est pas dans le bouquin. Voilà, c'est des trucs comme ça, quoi. Et par rapport au dessin lui-même, est-ce qu'il y a eu des moments où c'est vous qui avez dû revenir justement vers David et Yuval en disant David vous connaît très bien et connaît très bien votre dessin, mais précisément sur cette question, encore une fois, de la représentation et de
de ce qui relève d'une justesse, c'est-à-dire que bien évidemment ça n'a pas à être fidèle à 100%, c'est pas le principe non plus d'une bande dessinée, ça n'a pas à l'être, mais est-ce qu'il y a des éléments pour lesquels vous avez eu besoin d'avoir davantage de documentation, ou en tout cas où vous vous êtes posé des questions de cette représentation? Évidemment, oui, il y a plein de... C'est très compliqué là, enfin, représenter ce qui... C'est pour ça que moi j'ai pas un dessin très réaliste et ça permet justement de glisser et de ne pas être, essayer de représenter ce qui représente. On n'en sait rien de ce qui on n'a pas grand chose, donc il faut être le plus succinct possible, proposer des choses. Bon, il y a l'équipe de Yuval qui nous a beaucoup aidés, qui a beaucoup travaillé sur l'iconographie, etc., qui nous balançait tout ça, puis à nous de digérer et puis de ressortir des images. Mais comme dit toujours Yuval, en fait, c'est pas, on parle de nous l'âge de pierre, mais c'était plutôt l'âge du bois, l'âge du cuir, et tout ça, il n'y a plus rien, ou de l'os, et il reste pas grand-chose, quoi. Donc voilà. Étienne, vous parliez tout à l'heure de la traduction en mots, dans votre cas de concepts scientifiques. Est-ce qu'il y a des choses qu'on doit se résigner à ne pas pouvoir mettre en mots, ou est-ce que on insiste et on se dit il faut être capable de traduire dans notre langue ces concepts scientifiques? Est-ce que vous êtes déjà confronté à la difficulté de ne pas trouver les mots pour raconter? Enfin, c'est la question générale de la traduction. Est-ce que la traduction est une trahison? Est-ce qu'il y a de la perte? Heidegger, que j'aime pas beaucoup par ailleurs, disait que la traduction, c'est l'activité la plus intellectuelle qui soit, puisque ça revient à essayer de... Si c'est la traduction, par exemple, d'une langue dans une autre, il faut entrer dans la pensée de l'auteur et la traduire d'une façon qui soit homomorphe à la pensée du lecteur dans une autre langue. Donc il faut vraiment travailler. Peut-être plus que pour le simple travail d'écriture. Et évidemment, c'est impossible de faire des phrases qui résumeraient ou diraient fidèlement la théorie quantique des champs ou bien la théorie de la relativité générale. Par contre, avec des phrases, on peut exprimer, je pense de façon fidèle, les idées fondamentales qui sont à la base de ces constructions mathématiques. Et dans le cadre de la bande dessinée, souvent, c'était le cas pour votre livre Sapiens, c'est une traduction d'un livre ou une adaptation. Et donc il y a un livre qui est là et il faut le traduire en bande dessinée. Et ce qui serait intéressant, je ne sais pas si ça a été fait, c'est de donner à quelqu'un la bande dessinée, donc à quelqu'un qui n'a pas lu le livre, et lui demander d'écrire un livre à partir de la bande dessinée. Et de comparer le livre initial à ce travail de double traduction. Comme ça a été fait pour les langues, hein. Il y a des gens qui prennent une phrase en anglais, qui les donnent à un logiciel de traduction automatique, traduit en français, puis à nouveau on traduit, et puis c'est la catastrophe au bout de 2 ou 3 itérations. Donc c'est jamais fidèle en fait. Et dans le cas de la BD, je ne sais pas si ça a été fait, mais on pourrait, à partir d'une bande dessinée, comme celle de Enki Bilal qu'on a cité tout à l'heure, c'est des images, il y a très peu de texte, mais il y a un imaginaire qui se développe, qui peut être la source d'une écriture, qui va être complètement différente de ce qu'avait en tête l'auteur de la BD. Est-ce qu'il y a des volontaires dans la salle? C'est un petit peu long, Sapiens, mais si vous avez un petit peu de temps... Ouais, allez-y. Amusez-vous. On parlait tout à l'heure d'art et de science. Vous dites que art et science ne doivent pas être opposés et que ça doit être davantage un dialogue entre ces deux disciplines. Vous avez participé précisément à une conférence art et sciences en question autour de... vous ne vous souvenez plus? Vous avez une meilleure mémoire que moi. Hein. J'ai peut-être fait ça. Mais je ne pense pas qu'il faut les opposer, en effet, mais je pense qu'il faut les distinguer. L'art et la science, en fait, ça n'a pas grand-chose à voir. Mais une fois qu'on a dit ça, alors ils peuvent communiquer. Et comment on les fait communiquer? Mais il y a parfois des gens qui disent le scientifique et l'artiste escaladent la même montagne par des voies différentes et ils vont se retrouver au sommet et voir qu'ils sont d'accord. Une sorte de syncrétisme comme ça. Eh ben, je ne crois pas, non. Je ne crois pas. Par contre, la démarche artistique, une fois qu'elle est identifiée, distinguée de la démarche scientifique, alors elle devient une source
qu'on peut interroger en tant que scientifique, et réciproquement. Et par exemple, il y a des œuvres d'art ou des travaux d'artistes qui ne sont pas lus de la même façon selon qu'on est scientifique ou pas. Et c'est ça qui est parfois impressionnant. Il y a par exemple, dans ma vie, j'ai rencontré deux personnages comme ça. Le premier, c'était Roman Opalka, vous savez, ce peintre franco-polonais qui, à partir de 1964 jusqu'à sa mort en 2011, il a fait tous les jours la même chose. Il a écrit sur des grands tableaux sur fond noir la suite des nombres entiers. 1, 2, 3, il s'arrêtait à 4 millions. Et à chaque fois qu'il avait terminé un tableau, il se prenait en photo avec le même appareil, dans la même position, avec le même éclairage, la même chemise, etc. Et il a très bien expliqué pourquoi il a fait ça, mais il n'avait pas conscience que ce qu'il représentait, c'est quelque chose que les physiciens ont vraiment clarifié au XXe siècle, la différence entre le temps et le changement, le temps et le devenir, si vous préférez. C'est-à-dire la suite des nombres, c'est la suite des instants. Tous les instants sont différents, mais ils ont le même statut, de même que tous les nombres sont différents, mais s'obtiennent tous de la même façon, en ajoutant 1 au nombre précédent. Et puis, ce qui se passe dans le temps et qui est irréversible se voit par le vieillissement de son visage, les cheveux qui blanchissent. Je ne vais pas en dire plus. Hein. Tout le monde a compris. Et ça, il ne l'avait pas conscientisé, disons. Et lors d'une thèse sur son travail, ça a pu être explicité et ça a donné lieu à une discussion passionnante. Et l'autre exemple, c'est Gilbert Garcin, un expert comptable qui est devenu artiste après sa retraite, qui a fait des photomontages avec son épouse et que vous pouvez trouver sur son site. Et sans le savoir, il a exploré graphiquement les différentes voies d'exploration de l'unification de la physique quantique et de la relativité générale, qui explore des nouvelles façons de concevoir l'espace-temps. Et lui, sans le savoir, il les a dessinés. Enfin, il les a illustrés par des photomontages, la théorie des cordes, la gravité quantique à boucle, la théorie des twisters. On les voit. Et ça, avec des amis, on monté une exposition à la Cité des Sciences qui s'appelait Le Grand Récit de l'Univers. On était en réunion chez moi, je me souviens, et on s'est dit comment on va montrer ça, comment on va montrer ça. On ne savait pas comment faire. Et tout d'un coup, on a reçu un mail d'un monsieur qui faisait de l'iconographie à la Cité des Sciences, et il nous montre tout ça. On a ouvert les fichiers et on avait la réponse à la question. Et Gilbert Garcin n'a jamais ouvert un livre de physique de sa vie. J'y pense, la bande dessinée, bien évidemment il y a des bandes dessinées en noir et blanc, mais la couleur a aussi un rôle très important dans la bande dessinée, et je pense à la représentation de concepts scientifiques. Là aussi, la couleur peut être extrêmement importante. Vous parliez de peinture, c'est quelque chose qui donne à ressentir pour les gens qui regardent l'image. J'imagine que c'est un grand enjeu aussi, ça, cette traduction en couleur de certains concepts. Mais par exemple, parfois, quand la physique devient trop abstraite, justement, on essaie de la raccrocher à des choses concrètes. Et par exemple, quand les physiciens ont découvert des particules élémentaires qui s'appellent les quarks, dans les années... la prédiction des quarks, elle date de 1964, mais la détection expérimentale s'est faite pour la première fois en 1974. C'est des choses qu'on ne peut pas voir, qu'on peut détecter indirectement. Et pour les rendre familiers, on leur a attribué une couleur. On a dit il y a des quarks rouges, des verts, des bleus, ce qui est complètement faux. C'est juste une façon de dire que les particules sont blanches, en fait, elles mélangent toutes les couleurs. Mais il y a toujours, quand on nomme des choses abstraites, la tentation de les rendre proches en leur associant des propriétés familières. Un peu comme les voyelles de Rimbaud. Oui. Sur de synesthésie oui, c'est ça. On les donne à voir par des propriétés qui, dans le monde ordinaire, sont décelables, alors qu'ils ne les ont pas vraiment. Daniel, oui. On parlait de votre adaptation, de votre travail avec notamment... Je vais faire juste une petite anecdote. Oui, bien sûr. Il y a quelque temps, j'avais sorti un bouquin sur une biographie d'Alfred Jarry, et le père de la pataphysique, forcément vous connaissez. Et
le père Hébé, quand le jeune Jarry était encore au collège, je crois, à Saint-Brieuc, qui est plus tard est devenu le père Ubu, et donc qui était prof de physique. Et bêtement, j'avais repris une équation de physique, ne sachant point la lire, et un lecteur me l'a fait remarquer, il m'a dit que le livre est chouette, mais le bouquin se passe à la fin du 19e et l'équation a été trouvée en 1962. Mais j'ai un seul lecteur. Vous m'offrez une transition toute faite, puisque vous aviez adapté Ubu. Oui. Vous avez, dans votre parcours, adapté beaucoup d'œuvres littéraires. On s'éloigne un tout petit peu des sciences, mais je trouve ça également très intéressant de la question de ce qu'on peut apporter à une œuvre littéraire en la dessinant. Est-ce qu'on se pose cette question-là quand on a aimé une œuvre et qu'on s'en empare pour, avec sa pratique artistique, en apporter une traduction, ou est-ce que c'est trop vertigineux de se poser cette question-là et qu'on se laisse uniquement guider par son amour pour le texte? J'imagine que les difficultés ne sont pas exactement au même endroit que dans le cadre de la vulgarisation scientifique, de cette traduction en images d'une œuvre littéraire. Ah oui, ça fait un moment que j'en fais plus, mais non, moi, dans les adaptations littéraires, c'était vraiment juste mon plaisir de lecteur et la joie du texte, quoi. Qui m'était. Souvent, c'était des textes en plus que j'avais joués. Tu sais, c'était des pièces de théâtre que j'ai beaucoup adapté de théâtre en bande dessinée. Car je pense que c'est vraiment c'est une écriture de bande dessinée, l'écriture de théâtre. Et en fait, je les avais joués, je les avais mis en scène, et ensuite, je les ai remis en scène en papier, quoi. Vous dites que le théâtre est très proche de la bande dessinée. On entend beaucoup de comparaisons entre la bande dessinée et le cinéma. On entend même parfois que pour faire un compliment au sujet d'une bande dessinée, on dit « elle est tellement bien que j'ai eu l'impression d'être devant un film », ce qui est très réducteur pour la bande dessinée, puisqu'il y a effectivement des bandes dessinées où les cadrages peuvent faire penser à une écriture cinématographique, mais la bande dessinée, c'est bien plus que ça. On peut représenter les choses et jouer justement avec les compositions de manière tellement plus riche. En quoi est-ce que vous avez le sentiment que vraiment le théâtre, quand vous voyez la case, vous vous dites c'est comme une petite scène? Ah oui, en tout cas, oui, moi c'est enfin ma bande dessinée à moi. Les gens ils font comme ils veulent. C'est un théâtre de papier, oui, pour de vrai. Et j'en fais comme je fais ça pour moi. Je suis mon premier lecteur et seul lecteur. Je m'amuse bien. Et pour les positions, vous disiez, j'avais mes souvenirs de comédiens. Est-ce que vous faites partie de ces dessinateurs qui se regardent dans la glace ou qui se prennent en photo pour faire les positions? Non, mais j'ai beaucoup bossé avec un autre camarade qui est comédien et qui écrit du théâtre. Et lui, il est insupportable, quoi, parce il joue devant moi et il m'ennuie profondément. Vous dites que vous avez fait beaucoup de biographies dessinées. Vous n'avez pas fait la biographie de Proust? Non, mais ça a été fait plein de fois. C'est pour faire une transition. J'essaye. Étienne, Proust et le temps, je le disais, c'est un ouvrage collectif, un dictionnaire qui est publié aux éditions Le Pommier, un livre qui est le fruit d'une aventure collective, celle du groupe Proust Time, et vous faites partie des invités de ce dictionnaire. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de ce projet et de la façon dont vous vous en êtes emparé, puisque votre spécialité, effectivement, c'est le temps. Vous avez beaucoup travaillé sur le temps, publié sur le temps, et donc là, dans un texte, vous nous parlez de la course. Oui, alors, en fait, c'est un livre collectif, vous l'avez dit. Moi, je ne suis pas du tout un proustien, je ne suis pas spécialiste. J'ai lu un peu de Proust, évidemment, comme tout le monde, mais je n'arrive jamais à en lire beaucoup, quoi. Il faut que je m'arrête, parce que c'est des phrases longues, il faut les relire. J'admire les gens qui disent je suis en train de relire Proust. C'est-à-dire l'idée qu'ils ont déjà lu. Ils ont déjà lu une fois et ils s'y remettent. Ça, j'admire. Je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup qui le relisent vraiment. C'est-à-dire que c'est tellement vaste. Ça, moi, j'ai toujours entendu, on ne lit jamais Proust, on relit toujours Proust. Ouais, je relis Proust, bon. Mais non, ce qui m'a intéressé, c'est la recherche, on dit. Voilà. La recherche. Il y a un texte qui est paru dans la NRF, qui avait été écrit par Camille Vétard, qui était un ami de Proust, dans lequel il tente d'établir une relation entre la recherche
et la théorie de la relativité d'Einstein. Et d'ailleurs, le titre de l'article, c'est Proust et Einstein. Et Proust, il a répondu à Camille Vétard pour lui dire qu'il n'était pas tout à fait d'accord, que s'il devait résumer son œuvre, ce serait en disant qu'il a inventé une espèce de télescope, c'est son mot, braqué sur le temps, qui permet de voir ou de comprendre des événements passés qui deviennent conscients alors qu'ils ont été vécus de façon inconsciente, de la même façon, dit-il, que certaines étoiles sont visibles alors même qu'elles n'existent plus. Voilà. Et réciproquement, il existe des objets qui existent encore mais qu'on ne voit pas. Et ça, je trouve ça intéressant parce que ça interroge le statut du passé. Il y a plusieurs façons de considérer le passé. La première, c'est de dire le passé est passé, donc il est très passé en quelque sorte. Il n'existe plus, c'est le néant. Et il n'existe finalement que le présent. Et l'autre façon de considérer le passé, c'est de dire au contraire, dès lors qu'un événement est passé, il demeurera éternellement vrai qu'il est passé. Et donc il a une réalité supérieure par le fait qu'il est comme une forteresse imprenable. Et pour les physiciens, cette question se pose. Est-ce que l'espace-temps, c'est un territoire qui existe de toute éternité, dans lequel notre déplacement personnel sur nos lignes d'univers crée l'impression que nous avons que le temps passe, un peu comme dans l'espace. Vous baladez dans l'espace, vous êtes en train par exemple, vous regardez par la fenêtre et vous dites le paysage défile. Mais non, il ne défile pas. C'est vous, par votre mouvement, plus exactement par celui du train, que vous créez l'impression que le paysage défile. C'est votre mouvement qui temporalise l'espace. L'idée que certains défendent, c'est que pour l'espace-temps, c'est la même chose. Tous les événements futurs, présents, passés sont là dans l'espace-temps avec la même réalité. Et c'est votre propre circulation dans l'espace-temps qui temporalise les phénomènes que vous observez. Et ça, c'est intéressant parce que ça revient à dire que la migraine que vous aviez hier, par exemple, elle est toujours là dans l'espace-temps, mais elle vous fait plus mal parce que vous n'êtes plus à l'endroit où elle se trouve. Et donc, ce qu'on appelle le présent, c'est la connexion qu'a notre présence avec l'espace-temps. Autrement dit, il n'y a pas un présent universel, un présent de l'univers. Le présent est une notion locale. Et ce que Proust a étudié, ce n'est pas le temps des physiciens, c'est plutôt notre rapport avec le temps physique, qui peut entremêler des périodes différentes par le souvenir. Le souvenir ne respecte pas toujours la chronologie. Il y a des événements plus anciens qui paraissent plus récents que des événements récents qu'on a oubliés ou qui sont moins importants. Et donc, il y a une forme de complémentarité entre Einstein et Proust de ce point de vue. Et vous voyez comme ça d'autres complémentarités ou d'autres échos entre des auteurs ou des autrices et les sciences ? Alors moi, je ne suis pas allé regarder du côté de la littérature, mais plutôt des physiciens. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est de regarder si les physiciens qui ont été des grands créateurs, je pense notamment au père fondateur de la mécanique quantique, est-ce qu'en regardant leur biographie et leur psychologie, on comprend mieux comment leurs idées leur sont venues. Voilà. C'est ça la question. Parce que souvent, on distingue en science la vie et l'œuvre. On dit il y a l'œuvre, ils ont fait ça, et la vie, on s'en fout un peu, etc. Et c'est pas forcément évident. Par exemple, je pourrais donner une liste, mais on n'a peut-être pas le temps, mais Einstein, par exemple, c'est quelqu'un qui a beaucoup voyagé, il a même été exilé à plusieurs reprises. Et quand on suit son parcours, on voit que la façon qu'il a de se poser des questions ne dépend pas du cadre, du lieu dans lequel il se trouve. C'est comme si son activité intellectuelle était indépendante de l'endroit dans l'espace-temps où se trouve son cerveau. Okay. Il était agéographique, ce qui est assez rare. Il y a beaucoup de gens qui reconnaissent que le lieu où ils se trouvent a une influence directe sur leur humeur, leur psychologie, leur vie intellectuelle, etc. Et en fait, le principe fondamental de la théorie qu'Einstein a mise sur pied, qui s'appelle la théorie de la relativité générale, en 1915, une nouvelle théorie de la gravitation, le principe de base, c'est ce qu'on appelle l'invariance par difféomorphisme. C'est justement le fait que la façon de repérer les coordonnées d'un événement dans l'espace-temps, on s'en fout, ça compte pas. Ce qui compte, c'est l'événement, pas la façon de l'indexer. Et donc, on pourrait dire qu'il y a une sorte
correspondance entre le rapport personnel d'Einstein à l'espace et au temps et la façon dont il a conçu sa théorie de la relativité. Daniel, c'est ce que vous faites également à travers Oui. les biographies dessinées, c'est exactement ça. C'est-à-dire que quand vous consacrez un livre à Shelley, à Chamisso, à Nerval, quelque part, bien évidemment ce n'est pas exhaustif, mais quelque part vous explorez justement ce parcours de vie qui fait écho à l'œuvre littéraire. Oui, enfin, comme toujours avec mon camarade David, on essayait toujours de trouver d'essayer de faire des biographies qui ne soient pas tout à fait des biographies. Alors notre système, c'était de mêler, alors par exemple pour Chamisso, ou même pour Shelley, on avait glissé dans une sorte de biographie classique, plutôt des œuvres des auteurs. Et donc il y avait un glissement comme ça entre la biographie classique et en fait, on emmenait le lecteur, sans le savoir, dans l'œuvre des auteurs en question, là, pour Shelley, Chamisso, ou même qu'on l'a fait pour Nerval. Et en fait, les gens ne comprenaient rien et ça nous plaisait beaucoup. Mais justement, qu'est-ce qui vous plaît là-dedans, au-delà de travailler avec David? C'est quelque chose qui vous passionne, ou en tout cas qui vous intéresse, de justement interroger, parce que même si vous emmenez le lecteur ailleurs, il y a un gros travail de documentation qui est fait par David sur la vie de ces autrices et de ces auteurs, d'explorer ces vies-là, c'est quelque chose de rentrer dans une intimité d'artistes, notamment d'artistes qu'on peut admirer, qu'on a aimé lire. C'est quelque chose qui donne une proximité quelque part avec encore supérieure avec les œuvres, quand on a l'impression de mieux connaître, de mieux comprendre les autrices et les auteurs qui les ont produites. Ouais, je ne sais pas, en tout cas, moi, quand je dis avec David, toujours, quand on faisait ces boulots-là, c'est toujours étrange. Il y a un moment, moi, j'avais l'impression d'être Marie Shelley ou d'être d'Albert von Camusot ou Gérard de Nerval, quoi. On met tellement de nous, et puis on s'approprie tellement les écrits et les journaux intimes, etc., qu'on le vit, quoi. Et alors, des fois ça ne fonctionne pas, hein, mais des fois ça peut faire des jolis livres. Enfin, moi j'ai vécu ça qu'une fois, c'est avec un physicien sicilien qui s'appelait Ettore Majorana, qui a disparu. Alors disparu pas au sens où il est mort, mais qui a décidé de disparaître, on ne sait pas ce qu'il est devenu, qui s'appelle Ettore Majorana. Il a disparu en 1938, il y a 31 ans. Et quand on enquête sur lui, on va en Italie, on découvre sa correspondance, les milliers de pages qu'il a rédigées sans les publier, on interroge sa famille d'aujourd'hui, etc. Et il y a un phénomène d'inspiration. Non pas qu'on se prenne pour lui, parce qu'il était vraiment génial d'une façon impossible à comprendre. C'est-à-dire qu'il avait un génie incommensurable avec les intelligences ordinaires. Donc on peut juste comprendre qu'il était génial, mais on ne peut pas dire en quoi a consisté son génie, quoi, et précisément. Et il y a ce phénomène dangereux où sa vie à lui devient plus importante que sa vie à soi. Et là, il faut arrêter. Et moi, j'ai écrit un livre sur lui, donc j'ai arrêté. Et le malheur a voulu que quelqu'un a voulu adapter le livre en documentaire, en film. Et alors que j'avais arrêté, il a fallu que je replonge, que je retourne sur les lieux pour des tournages, etc. Enquête, quoi. Une sorte d'enquête complémentaire. Et ça a été vraiment plus difficile parce qu'il fallait rouvrir un dossier que j'avais volontairement refermé. Vous parlez de dossiers que vous refermez. Pour beaucoup d'entre nous, sans doute, la physique a quelque chose de mystérieux. La recherche scientifique, on voit qu'il se passe énormément de choses. Et c'est aussi quelque chose, je crois que je vous ai entendu dire qu'à un moment donné, si on veut se tenir au courant de toutes les recherches actuelles ou si on veut se tenir au courant de tout ce qui se passe, en fait, déjà, on ne peut pas. Et puis surtout, on ne ferait rien d'autre. Comment est-ce que, justement, quand on veut transmettre ce savoir à d'autres personnes, comme vous le faites, comment est-ce qu'on réussit à être connecté sans être justement dans quelque chose qui j'imagine, pourrait
faire devenir fou, en fait, si on voulait... Non, mais plus personne n'a la maîtrise de ce qui se passe dans les sciences, si tant est que ça n'a jamais été possible. Hein. On dit dans le passé, il y avait des individus particuliers qui maîtrisaient toutes les connaissances. J'en suis pas sûr. C'était des connaissances sans doute locales. Blaise Pascal, par exemple, ou Descartes, sans doute, mais il ne connaissait pas la pensée chinoise, qui elle-même avait son propre intérêt. Donc, le fait d'être possesseur de tout le savoir de son temps, je pense que ça n'a jamais été possible. Et tout à l'heure, vous parliez de culture scientifique. Et quand on parle de culture scientifique, on oppose toujours les scientifiques et le public, sans vraiment prendre en considération le fait que les scientifiques font partie du public. C'est-à-dire que, par exemple, moi je peux vous parler de nucléosynthèse, de relativité, du boson de Higgs, mais si vous me demandez de vous expliquer en détail le principe de fonctionnement d'un vaccin à ARN messager, je vais être embarrassé et je vais vite changer de sujet. Et si vous demandez à un spécialiste du vaccin ARN messager d'expliquer la chromodynamique quantique, il ne va pas savoir. Donc les scientifiques font partie du public pour les autres sciences que la leur, et même pour les spécialités différentes de leur spécialité propre. La seule différence peut-être, et encore il faudrait le prouver, c'est qu'ils ont peut-être davantage confiance dans ce que disent les scientifiques des autres disciplines que la leur. Mais même ça, il faudrait le démontrer. Et donc, je pense qu'il y a un travail, oui, est-ce qu'on doit creuser sa discipline, n'accepter de ne parler que d'elle, ou bien est-ce qu'on doit faire preuve d'ouverture? Je pense que c'est un choix, chacun est libre. Mais Schrödinger, qui est un physicien que j'admire beaucoup, disait, dès les années 50, il disait ça, est-ce qu'on accepte de prendre le risque de tenir un discours général sur les sciences, ou est-ce qu'on ne s'autorise qu'à parler de ce sur quoi on a très longuement travaillé? Et bien, le vulgarisateur, c'est quelqu'un qui a choisi, consciemment ou pas, la première possibilité. Je vois que le temps passe très vite. Est-ce que certaines ou certains d'entre vous ont des questions? Oui? Ça fait quoi? Champouiner. Ben, c'est pas mal. Moi, ça m'a... J'y songerai. Bravo, bravo. Est-ce qu'il y a d'autres anagrammes dans la salle? Il y avait un anagramme avec migraine. Pardon? J'ai cru que vous alliez sortir l'anagramme tout à l'heure quand vous aviez dit migraine. Ben non, je ne vais pas donner une anagramme à chaque fois que je dis un mot, parce que d'abord, il n'y en a pas toujours, puis ça serait lassant. Mais migraine, ça fait imaginer, oui. Et parisien? Aspirine. Aspirine, voilà. Donc, ouais, la deuxième est la solution de la première. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui? Vous avez évoqué dans le temps que c'était peut-être plutôt nous qui passions dans le temps, que le temps était déjà écrit et nous on circulait dans le temps. On a bien compris que les événements passés, ils étaient passés et on les gardait pour toujours, ils étaient sanctuarisés. Est-ce que ça veut dire que l'avenir est aussi écrit déjà? Ben, si vous adhérez à la doctrine, ça s'appelle une doctrine que j'ai évoquée tout à l'heure, qui s'appelle la doctrine de l'univers bloc, qui est une façon de comprendre la relativité, qui a été proposée par des gens comme Gödel et Weil. Alors oui, l'espace-temps, comme je l'ai dit, c'est une sorte d'espace qui existe de toute éternité. L'équivalent des points dans l'espace, ce sont ce qu'on appelle des événements dans l'espace-temps. Et tous les événements du passé sont là, tous les événements du futur sont là. Et ce que vous appelez le présent, c'est l'endroit où vous êtes. Donc c'est une notion locale. Et évidemment, dans cette façon de concevoir l'espace-temps, le futur est déjà complètement déterminé. Sauf que vous pouvez choisir peut-être un peu votre trajectoire dans l'espace-temps. Donc le futur que vous allez voir va dépendre de votre propre trajectoire. Mais comme vous le savez sans doute, cette façon de comprendre la relativité est très peu compatible avec la physique quantique. Et du coup, on ne peut pas considérer que ça soit la bonne lecture de l'espace-temps. Donc moi, je pense qu'il faut combiner la doctrine de l'univers bloc et ce qu'on appelle le présentisme. C'est-à-dire considérer qu'il y aura un futur. Il y aura un futur, il ne faut pas sombrer dans l'idée qu'on va vers le néant. Il y aura un futur.
Et ce futur, qui aura lieu un jour, n'est pas complètement déterminé. Donc il y a une place pour le jeu, pour l'action, pour le désir, pour le projet, etc. Et c'est ça qu'il faut coloniser, plutôt que d'attendre, comme Godot, la fin du monde. Est-ce qu'il y a une question au fond? Je vous remercie pour. C'est toujours un grand plaisir de vous écouter, M. Klein. Et la question que je voudrais vous poser, c'est. Moi, j'ai toujours été nul en maths, hein, et je revendique. Enfin, j'en suis absolument pas fier, mais je pense au début de votre intervention sur la crise Covid, qui a révélé en fait que. Bon, je suis pas sûr d'avoir bien compris ce que vous expliquiez, mais qu'en gros, une grosse partie de la population remettait en cause le savoir scientifique. Là, je viens de vous écouter pendant 1 heure assez attentivement, et je constate qu'en fait, je me demande si les gens n'ont pas... Moi, ce que j'ai retenu des sciences, c'est la phrase d'Einstein qui dit que tout est relatif, voilà la seule vérité absolue. L'intervention que vous venez de faire à l'instant, c'est finalement... alors moi, j'étais nul en maths, mais c'est une grosse frustration parce qu'on m'a expliqué que tous les nombres au carré étaient positifs, puis un jour, on nous dit que i au carré est égal à -1. Et en fait, est-ce que finalement, les gens... en remettant... Alors, je ne sais pas si vous faisiez référence aux antivax ou autres, mais est-ce que finalement, ils se disent la science, elle n'est pas absolue, quoi. On n'a pas de certitude, donc est-ce que ce n'est pas le but de la remettre en question? Et puis j'ai une deuxième question. Vous expliquiez que l'artiste et le scientifique, pour vous, ne gravissent pas la montagne pour atteindre le même but. Et pourtant, quand j'entends votre explication, entre cet artiste polonais et si. Non. Il y a beaucoup de questions. Alors, je veux pas trop modifier la parole, mais vous dites que vous êtes nul en maths. En fait, j'y crois pas. Je pense que le système éducatif français fait que les élèves s'assimilent à leurs notes. C'est-à-dire que dès lors qu'ils ont 0, ils pensent qu'ils sont nuls. En fait, ce qui est nul, c'est la copie. C'est la copie qui a 0. Et tout le système fait croire que votre valeur à vous, c'est celle de votre copie et que c'est définitif. Vous ontologisez votre note. Et je suis sûr, parce que je vous ai écouté, que si on allait faire dans une salle à côté là, des discussions de mathématiques, vous comprendriez. Autrement dit, je pense, et c'est d'ailleurs une des explications de l'échec de la vulgarisation dont je parlais tout à l'heure, c'est que à cause de traumas reçus à l'école, vous êtes nul en maths, beaucoup estiment que leur cerveau n'est plus autorisé à entendre parler de science. Il y a une sorte de paroi de verre qui fait qu'on ferme les oreilles. Moi, j'ai enseigné en prison, qui est un lieu où le niveau moyen des études faites par les détenus est en général assez faible. Mais c'est tout un travail de les convaincre qu'ils ont le droit d'entendre parler de science. Parce que spontanément, ils s'estiment illégitimes parce qu'on leur a dit ici ou là qu'ils étaient nuls. Ça, c'est ma première remarque. J'ai une autre... Attendez, vous m'avez posé des questions, je réponds. D'autre part, vous dites tout est relatif. Non. D'abord, si tout était relatif, la phrase qui dit que tout est relatif serait relative. D'accord ? Et non. Et je pense que la confusion qu'il y a eu pendant le Covid, il y en a eu beaucoup, mais l'une qui m'a particulièrement énervé, c'est la confusion qui a été faite dans beaucoup d'endroits entre la science et la recherche. La science et la recherche, c'est deux choses qui sont évidemment pas étrangères l'une à l'autre, mais qui sont quand même très différentes. La science, c'est un corpus de connaissances qui constitue les bonnes réponses à des questions bien posées. Et ces réponses, vous pouvez les critiquer, les contester, à condition d'avoir, pour le faire, des arguments scientifiques. Par exemple, nous savons que la Terre n'est pas plate. Nous savons que l'atome existe. Nous savons que les espèces vivantes évoluent. Pour aller contester ça, je vous souhaite bon courage. Ça, c'est la science. Mais ces corpus de connaissances qui constituent la science, ils sont, et nous le savons, incomplets. C'est-à-dire qu'ils posent des questions dont nous savons que nous n'en connaissons pas les réponses. Et c'est parce que nous savons que nous ne savons pas que nous faisons de la recherche. Par exemple, les physiciens ne savent pas si le neutrino, qui est une particule élémentaire, est identique ou non à son antiparticule. On n'en sait rien. Donc, on fait des recherches. Donc, le moteur de la recherche,
C'est le doute, c'est pas n'importe quel doute. C'est le doute consistant à savoir qu'on ne sait pas. Okay? Et ce qui s'est passé pendant le Covid, c'est qu'on a fait la confusion entre la recherche et la science. Et du coup, l'idée de doute, qui normalement ne concerne que la recherche, est venue coloniser l'idée même de science. Et des gens ont dit, la science c'est le doute. Mais depuis quand? Qui remet en cause l'existence de l'atome? Qui remet en cause la rotondité de la Terre? Personne. Enfin, il paraît que non, mais bon. J'ai entendu un platiste l'autre jour, je pense qu'il est sur la bonne voie. Il a dit, vous savez, des platistes, on en trouve tout autour du globe. Et là, je me suis dit, tiens, le gars évolue. Je pense, par rapport pour revenir sur ma nullité en maths, je crois qu'on ferait un grand pas si des gens comme moi qui ne comprenions pas les maths devenions profs de maths. Moi, j'ai appris la physique en enseignant. Hein. Mon niveau en physique est simplement lié à la terreur que j'éprouvais à l'idée qu'un élève me pose une question à laquelle je ne savais pas répondre. Comme ça que j'ai travaillé. Parce que avant, j'avais des bonnes notes, parce que je donnais les bonnes réponses aux questions posées, mais sans vraiment comprendre ce qu'il y avait derrière, ni comment les idées étaient venues. Donc quand vous parlez de votre traumatisme à comprendre ou à découvrir que I au carré est négatif, alors qu'on vous a expliqué que les carrés des nombres étaient toujours positifs, ce traumatisme, il est parfaitement simple, vous êtes tombé sur une sorte de paradoxe, et ce qui manque, c'est le chaînon qui fait passer de la première vérité à la seconde. Parce qu'on ne vous avait jamais expliqué l'histoire, ni comment sont apparus dans l'histoire des mathématiques la nécessité de penser des nombres dits imaginaires qui ont cette propriété. Si on vous l'avait expliqué, eh bien vous auriez compris qu'il n'y a pas de paradoxe et que cette contradiction que vous ressentez, qui est un signe de bonne santé intellectuelle et mentale, pourrait être dépassée. Donc je vous encourage vraiment à cesser de dire que vous êtes nul en maths, parce que vous l'avez dit 5 fois, ce qui prouve que vous définissez de cette façon. Or, vous n'êtes pas défini par ça. Vous êtes jeune, enfin je vous vois mal, j'ai pas mes lunettes, mais vous êtes jeune, et vous pouvez devenir bon en maths assez rapidement en acceptant de cesser de dire que vous êtes nul. C'est trop facile. C'est trop facile parce que, non, je dis ça parce que, vous voyez, penser et raisonner, c'est des choses assez différentes. Et quand on voit des gens qui pensent très bien, des philosophes brillants, parfois, quand ils parlent du Covid, ils raisonnent mal. Et quand on raisonne mal, alors on pense mal. Je ne vais pas donner de nom, mais il y a des intellectuels français qui n'ont pas compris ce qu'est une exponentielle. Et quand on leur dit le R0 pour la pandémie, le R0, c'est le nombre de malades, de personnes qu'on va contaminer quand on est malade en moyenne. Quand on leur dit le R0 vaut 2, ils disent c'est pas beaucoup. Parce qu'ils ont une conception linéaire du truc. Mais quand ils comprennent que 2, ça fait 4, 4 ça fait 8, 8 ça fait 16, ça change la donne. Et donc, mal raisonner, parfois, c'est mal penser. C'est pas toujours vrai. Il y a des questions pour lesquelles le raisonnement peut être moins important, mais sur ces questions-là où il y a une base mathématique qui permet de penser, il faut raisonner correctement. Est-ce qu'il y a une toute dernière question? Non? Merci beaucoup, Daniel. Merci beaucoup, Étienne. Et merci à vous toutes et tous d'avoir été avec nous aujourd'hui.